l'accélérateur West Web Valley et l'entreprise d'investissement Épopée se sont mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous garderons les mêmes fondamentaux pour cette saison 2. Vous racontez leur épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours? Comment ont-ils innové? Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'épopée d'Hervé Balusson, c'est maintenant. Hervé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation afin de revenir sur votre épopée et très content de revenir en Centre-Bretagne après le podcast sur l'épopée d'Alain Glon. En quelques mots, vous êtes né à Loudéac dans les Côtes-d'Armor en 1964, vous êtes diplômé en management agricole. Arrivé à la trentaine, vous décidez de fonder la société Olmix en 1995. L'entreprise est spécialisée dans la valorisation des algues et les biotechnologies. Vous êtes capable d'extraire des nutriments et des molécules à haute valeur ajoutée du goémon breton. Aujourd'hui, le groupe Olmix réalise un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, emploie plus de 650 collaborateurs et s'appuie sur un réseau de 28 implantations à l'international qui couvre plus de 100 pays sur les 5 continents. Vous réalisez 80% de votre chiffre d'affaires à l'export. Et vous, Hervé, comment vous présenteriez-vous en 2 minutes à un jeune que vous croisez? Comment je me présenterais? C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un fils de paysan qui a cru à sa destinée, puis qui a commencé à fabriquer des produits et qui a réussi à les implanter sur toute la planète. Donc, ça serait de lui dire, rien n'est impossible. Le mot impossible n'existe pas. Après, je dirais pour le jeune, ça serait de voir que peut-être que l'époque d'aujourd'hui n'est plus cette époque où on pouvait partir comme ça à la fleur au fusil. Alors c'est une autre époque, mais c'est une autre époque aujourd'hui qui est pleine de potentialités et puis de transition. Transition de marché, transition d'économie qui va amener plein d'opportunités. Ouais. Et comment vulgariser Olmix? Alors comment vulgariser Olmix? Olmix, il est déjà bien connu. Olmix, il est présent dans le monde entier, sur toute la planète. On lui a mis des algues dans son logo. Il a le slogan For a Better Life qui a été mis pratiquement il y a 30 ans. Pour votre information, For a Better Life, c'est une idée qui nous est sortie comme ça quand on a mis le Olmix sur l'usine. Et le For a Better Life, c'était une idée un peu précurseur. 2 ans après, il y avait Bayer qui en faisait son slogan. Alors, on avait l'antériorité, on s'est posé la question longtemps si on pouvait attaquer Bayer pour copie, usurpation. Puis on était tellement petits à l'époque, on s'est dit, on va peut-être pas chatouiller les pieds de l'éléphant parce que il va nous donner un coup, quoi. Ouais. Et au quotidien, Olmix, alors Olmix, c'est une biotech bleue. C'est utiliser les ressources de la mer, c'est utiliser les algues, c'est utiliser les argiles, c'est utiliser les oligoéléments, c'est de la naturalité. J'ai été précurseur avant l'heure, c'est-à-dire réduire les antibiotiques, réduire les pesticides. On a commencé il y a 30 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu utopique, un peu avant-gardiste. Mais on n'a pas changé de ligne. Et chemin faisant, le marché a maturé. Et puis aujourd'hui, même alors qu'on était encore, je pense, des marginaux il y a 5-6 ans, on est aujourd'hui sur un marché qui est en train de s'ouvrir au niveau mondial. Et Olmix, ça peut devenir une très grande demain. Ouais. Donc la vision aujourd'hui d'entrepreneur concernant votre marché? Il est mondial, hein. C'est des marchés énormes. Remplacer les pesticides, remplacer les antibiotiques. Les algues, c'est de la protéine, c'est de la fibre. Ça peut rentrer dans toute cette nouvelle alimentation végétale. C'est issu de la mer, c'est le plus grand champ de la planète. Ça se renouvelle à l'infini et surtout, pas besoin d'engrais, pas besoin de phytosanitaires. Et dans ce grand champ de la planète qui est la mer, c'est la grosse pompe à carbone, quoi. Ouais. Alors on entend tous les jours parler de carbone, carbone, carbone. Il suffirait de cultiver des algues sur 10% de la mer dans le monde et on résout le problème du carbone. Ouais. Et les Américains, vous les avez côtoyés il y a une dizaine d'années. Ils vous snobaient. Aujourd'hui, ils rentrent dans la partie. C'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, aller vendre nos produits à base d'algues à un gros fabricant d'aliments américain, ils nous mettaient dehors en disant qu'on racontait que des histoires, puisque les antibiotiques avaient sauvé le monde,
Et puis nos algues, ils ne savaient vraiment pas ce que c'était, et pour eux, c'était du foin. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont partis à fond justement sur cette économie carbone. Si on est aujourd'hui on regarde en Californie, ils sont à fond sur utiliser les algues dans la nutrition des bovins pour réduire les émissions de méthane. Et il y a aujourd'hui des brevets déposés, des recherches très avancées. Donc voilà, les algues sont devenues une forme de matière assez intéressante, notamment autour de toute cette économie carbone. Faire une agriculture, faire une économie décarbonée. L'algue est un peu le pétrole du décarboné. Et j'imagine que en 30 ans d'entrepreneuriat, sur le domaine dans lequel vous avez brillamment excellé, ça a été les montagnes russes. C'est quoi les 3-4 grands moments forts de votre parcours ? Le premier, c'est dans les années, donc à la création, le mélange de cette fameuse poudre de montmorillonite avec ces poudres d'algues qui a fait la création du produit Mistral, et un produit qu'on avait commencé à vendre ici aux alentours dans quelques fermes. Alors on était moins de 10 à l'époque chez Olmix, et du jour au lendemain, j'ai pris un petit stand de 3 mètres carrés sur le salon d'Utrecht dans les années 95, et j'avais déposé un dossier du bien-être animal en 1995 avec Mistral. Donc le produit argile-algue dans lequel on trempe le porcelet à la naissance pour améliorer sa prise du colostrum, son immunité et je dirais son bien-être. Et ce produit, sur le grand salon d'Utrecht, Olmix, on était moins de 10 sur un salon de 3 mètres carrés. Sur un stand de 3 mètres carrés, on a fait le prix du salon du bien-être animal, qui était un des premiers prix du bien-être animal dans le monde. Donc inévitablement, il y a une 50aine de journalistes du monde entier qui sont venus nous interviewer. On savait à peine faire un communiqué de presse, et on parlait un anglais baragouin. Du jour au lendemain, Olmix, Mistral, un très beau nom qui est connu dans le monde entier, avec une consonance Provence, sud-est, tous les j'irais, le côté France mis en avant, avec ce côté où les articles, notamment aux États-Unis, au Japon et en Asie, relayaient le fait que cette technologie, c'était de la technologie de la cosmétique French Tech adaptée à de l'élevage. Et c'est sur tous ces articles de journaux qui sont sortis à travers le monde que Olmix a trouvé des relais dans le monde entier. Donc c'est ça qui a fait l'international. Ouais. Et ça a été le gros déclencheur. Alors le deuxième déclencheur, c'est 2005, la mise au point, 2004, la mise au point de l'amadéite. Donc sans le savoir, en mélangeant des argiles et des algues, les molécules d'algues rentrent dans les feuillets d'argile. On a créé donc l'amadéite avec le CNRS de Roscoff, avec le CNRS de Mulhouse, donc une armée de chercheurs, un bon financement à l'époque de l'Europe dans un projet Eureka et du ministère de la Recherche français et de l'ANVAR à l'époque. On a fait émerger cette technologie amadéite, où on a expliqué le pourquoi du comment. Et surtout, c'est la mise en bourse, où à partie en bourse à 7 millions de chiffre d'affaires et même pas au break-evens, on a levé 20 millions sur les marchés entre 2004 et 2007. Donc c'est ça qui a fait le premier étage de la fusée. Et le deuxième étage de la fusée, c'est l'entrée, sur ces marchés à l'international, la croissance, et surtout, on a commencé à réaliser que, en fait, au départ, on n'utilisait qu'un sucre d'algue, et que tant qu'à sortir une tonne d'algues de la mer, il fallait séparer les jus, les minéraux, les protéines, les polysaccharides, et on pouvait rentrer dans le monde du végétal. On pouvait rentrer dans le monde des biomatériaux, dans le monde de la cosmétique, dans le monde du pharma. Donc Olmix, lui, s'est spécialisé aujourd'hui sur l'animal et le végétal. Mais à côté, on a des entreprises en développement, et notamment ici en Bretagne ou dans le Grand Ouest, qui tournent autour de tous ces développements. Et on en a une qui avance très bien, qui s'appelle Holgram, qui bosse sur une molécule qui est développée par le CHU de Nantes, qui pourrait rapidement aller en phase 3 développement clinique, et qui pourrait intéresser.
Alors Olmix ne sera jamais, Olmix ou Amadéide, la holding, ne seront jamais des marchands de médicaments. On veut simplement être des fournisseurs de molécules, des fournisseurs d'ingrédients. Et il y a des bons contacts aujourd'hui. Bon, il y a d'autres développements autour de la culture de l'algue, autour de, je dirais, l'intégration des protéines d'algues dans les food tech. Il y a un gros sujet qui peut-être est plus avancé aux États-Unis. J'ai ma fille qui est en Californie, on est en train de regarder à s'installer avec ces technologies sur la Californie. Voilà, c'est des sujets où hier on était des marginaux et on a le monde entier qui s'ouvre pour nous. Et l'histoire, elle est quand même avant tout bretonne. Les algues et la Bretagne, c'est un gros sujet. 800 espèces en Bretagne, ça n'existe nulle part dans le monde. Une qualité exceptionnelle parce qu'on a un marnage d'eau tel qu'en termes de qualité bactériologique, c'est assez exceptionnel. On a des fonds marins qui sont très riches et qui font des productions d'excellence. D'ailleurs, s'il y a 800 variétés, c'est pas pour rien, c'est qu'on a une espèce de gisement assez exceptionnel. Et puis surtout, qu'aujourd'hui, dans cette économie carbone, l'algue étant une grosse pompe à carbone, on peut expliquer pourquoi il y a 15 ou 20 ans, il en venait 10 000 tonnes sur les plages du Morbihan, en algues rouges, en Solaria, et qu'aujourd'hui, on en a 100 000 tonnes. Donc on voit bien qu'il y a des corrélations carbone. Il y a derrière un énorme sujet qui va être justement ce carbone et éventuellement même la mise en culture de ces algues. Et cultiver de l'algue en Bretagne, en filière demain, dans une économie carbone pour fournir une industrie décarbonée et une industrie qui va aller vers le naturel, vers le bleu, on est en plein dedans. Ouais. Et tous les grands patrons bretons qui ont accepté de venir derrière ce micro parlent régulièrement de stratégies de diversification et d'absorption. Côté Olmix, comment avez-vous abordé ce sujet ? Je dirais la colonne vertébrale, c'est depuis 30 ans, c'est les algues. Après, on les prend petites, grandes, des molécules, des protéines. Bon, la diversification, on l'a naturellement. Et d'ailleurs, pas trop s'éparpiller parce que le sujet, il est large. Mais on est dedans. On a monté une des premières bioraffineries dans le monde. On est aujourd'hui observé par des grands acteurs. On a des co-développements sur des beaux sujets. Donc la diversification, elle vient naturellement. Et je dirais, la première diversification qu'on pourrait faire, c'est déjà d'arriver à essayer de faire que la filière, on arrive pratiquement de la production jusqu'à l'utilisation des extraits, des biomatériaux. À mettre déjà ça en filière, c'est déjà un gros sujet, quoi. Et comment vous innovez chez Olmix ? Comment on innove, c'est dans l'ADN, je pense. C'est une histoire qui est depuis le premier jour, où pratiquement tous les produits qu'on vend aujourd'hui ont été créés chez Olmix. On a eu des équipes de R&D assez importantes. On a passé des murs technologiques avec l'aide alors c'est pas de la R&D interne, c'est de la R&D collaborative. Donc on a le CNRS de Roscoff qui est quand même une belle chapelle de la recherche. On a l'INRA qui est un beau paquebot, tout ce qui tourne autour de l'agriculture. On a l'INSERM à Nantes avec spécialement avec un grand chercheur avec qui on travaille qui s'appelle Michel Neulist. C'est un des piliers mondiaux de l'intestin, deuxième cerveau. Des gens avec qui on met au point des choses intéressantes. Bon voilà, on a accès à travers la recherche publique française en co-collaboration, avec d'ailleurs des brevets qu'on a en commun avec ces différents centres de recherche. On a réussi à monter des équipes assez exceptionnelles qui nous ont permis de comprendre les pourquoi du comment et d'arriver à mettre des produits au point. Et puis surtout aujourd'hui de les diffuser à travers le monde. Il est clair que c'était plus facile pour nous il y a 30 ans de débouler en Chine et en Asie en parlant d'algues et de nutrition santé, parce qu'eux ils l'utilisaient déjà dans leur bouffe tous les jours. Donc ils ont tout de suite compris. D'ailleurs, le blocage qu'il y avait au départ au Japon, c'était que les Japonais ne comprenaient pas pourquoi on aurait donné de l'algue à des cochons. Pour eux, c'était du caviar, balancé par la fenêtre, quoi.
Donc voilà, et tout ça, c'est la culture, c'est l'histoire. Donc ça a été pour nous, 40% de notre chiffre d'affaires est fait en zone Asie. L'Asie a été pour nous une espèce de locomotive. Ah ouais. Et côté financement, on voit quelques entreprises bretonnes en ce moment, un petit signal faible, qui font le choix d'aller sur Euronext plutôt que de lever des fonds avec des fonds traditionnels. Après plusieurs années sur Euronext Access, votre groupe a décidé de sortir de la bourse. Avez-vous un retour d'expérience à communiquer? Oui. C'est-à-dire que la bourse, pour nous, ça a été une bonne fusée, un bon déclencheur. Il y a eu une période euphorie même, où le cours de l'action est monté à des sommets dans la bulle de 2008. Et la crise boursière a été dure pour nous. On a chuté très haut. Et pour ne rien vous cacher, on n'a jamais réellement réussi à se relever. Donc l'action est toujours restée basse. On n'a peut-être pas su l'animer. Il y a eu beaucoup de mauvaises communications, notamment avec des associations environnementales. Il y a eu quelques clashs. Donc qui a fait que ça a été très dur pour nous d'arriver à sécuriser la confiance de l'investisseur sur le marché. Voilà, et puis aujourd'hui, vu la taille de l'entreprise et surtout le potentiel qu'il y a devant, on a choisi de s'accrocher, enfin de faire entrer un fonds d'investissement pour financer de la croissance, quoi. Alors c'est clair que la bourse, c'est un très bon sujet d'amorçage et de développement. Il y a un moment où ça a ses limites. Et je pense que la limite, on l'a estimé il y a 2-3 ans être au plafond, et que on a changé de solution. Ce qui dit pas que demain, Allmix ne peut pas retourner en bourse. Ça dépend de l'histoire, ça dépend de moments. Bon, nous, la bourse a été un peu chaotique, notamment en 2008, et honnêtement, on a eu beaucoup de mal à retrouver la voie du financement par la bourse. Alors on a été bien financé par les banques régionales, qui nous ont vraiment bien aidés. Et je remercie les banquiers régionaux qui ont cru au sujet, parce que je peux vous assurer qu'il y a 20 ou 25 ans, croire à un mec qui veut expliquer qu'on pouvait remplacer des antibiotiques et des pesticides avec des algues. Il y a plusieurs grandes banques parisiennes qui nous renvoyaient les dossiers en disant qu'ils n'avaient aucun expert capable de signer ce genre de développement. Et qu'ils ne comprenaient pas, parce que d'un côté, on leur disait que les algues étaient toxiques, et de l'autre côté, nous, on voulait les transformer en produits. Donc, un grand merci aux banques régionales. Et puis derrière, dans le financement, je pense qu'il y a eu aussi la BPI, Oseo, qui a vraiment œuvré pour sortir cette filière de la mer. La sortir, je dirais, et puis la faire grandir. C'est un sujet qui a su être pris en main par notamment la BPI. Ok. Et autre sujet, parlons de votre stratégie RSE. D'accord. Le RSE, nous, on y est depuis 30 ans. Le carbone, les matières naturelles, ici, on n'a pas de... Tous les produits sont valorisés à 100%. Il n'y a pas de déchets. Au contraire, on est plutôt des valorificateurs de sous-produits dans la gamme oligo-éléments. Le RSE, c'est un vrai sujet, et je pense que cette notion environnementale, nous, on l'a depuis qu'on est tout petit, on est tombé dedans. On est préparé justement à surfer sur ces marchés, ces nouveaux marchés qui nous arrivent dans la transition. Justement, il va falloir rentrer dans le décarboné, dans le green, dans le blue, dans le non polluant, quoi. Ouais. Comme dans votre ADN, il y avait innovation, il y avait la RSE au final dès le début. Ça fait partie du sujet, je pense. Ouais. Donc, on parle d'innovation, de RSE, mais souvent dans ce podcast aussi, j'aborde le sujet de transmission. Qu'avez-vous mis en place pour que l'épopée Allmix perdure? Transmission, je ne suis pas encore à la retraite quand même. Je commence à prendre du rythme, mais je suis encore là. Il y a un fonds d'investissement qui accompagne. Maintenant, il y a une nouvelle étape. La transmission,
Je pense qu'il y aura ce sujet à aborder. On a encore quelques années devant nous. C'est pas demain matin. On verra dans les 5 ans déjà comment l'entreprise va performer. On est au pied de l'Everest. Ça va grandir. Ça va sans doute être violent, pas violent, mais ça va être pushy. Voilà, déjà il va falloir... Et vous parliez de votre fille qui est du côté de San Francisco, Ouais. dans le même domaine. Alors ma fille, oui, effectivement, elle est installée à Monterey, en Californie. Et c'est assez marrant, elle était partie pour développer le cannabis thérapeutique. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, le marché il est encombré. Il est surtout trusté par des grands qui ont levé des centaines de millions sur les bourses du Nasdaq et qui sont sur ces marchés. Je ne suis pas sûr qu'aux États-Unis, il y ait de la place pour les petits aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est en train de s'orienter vers l'algue et notamment, on est en train de regarder de près les algues et le méthane sur le bovin, sujet qui là-bas est précieux. Et puis, comme par hasard, à 5 km d'où elle est, il y a des chercheurs, il y a un centre de recherche, l'équivalent du CNRS Roscoff. Et on est en train de commencer à travailler avec eux sur la culture de l'algue. Donc ils ont commencé à tirer des tuyaux en mer pour aller chercher de l'eau pure. Et puis aujourd'hui, c'est un sujet qu'il faut connaître. La Californie est face à un gros problème de réchauffement climatique. Il n'y a plus d'eau. Il y a les feux de forêt l'été. Et il y a un phénomène assez intriguant qui se produit depuis 2-3 ans. C'est qu'il y avait des gros champs d'algues, des gros champs de kelp. Et les étoiles de mer sont mortes. Sans doute par excès de chaleur, par réchauffement de l'eau. Les étoiles de mer étant mortes, les oursins se sont développés, une armée d'oursins affamés dévore les champs de kelp. Et donc cultiver des algues aux États-Unis, c'est devenu pratiquement un sujet environnemental. Donc on est en train de travailler autour de ce sujet. Ok. Quel regard portez-vous sur les entrepreneurs bretons actuels ? Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux entrepreneurs bretons ? Surtout de l'innovation, de la tech. Avez-vous un peu de temps à accorder afin d'aider les jeunes entrepreneurs bretons ? Oui, je suis parrain dans des startups. J'ai investi mes propres deniers. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose à voir, à faire, à mettre en place. C'est tout ce qui tourne autour du carbone. On a aujourd'hui, entre l'agriculture, la mer, les algues, des grosses capacités à faire de la rétention de carbone. Et il y a des grandes industries qui sont demandeuses. Il y a un fonds de compensation à monter. Ouais, okay. L'interview touche à sa fin. Quelles questions aimeriez-vous que l'on vous pose et que l'on ne vous pose jamais ? Que l'on vous pose et que l'on ne vous pose jamais. Par exemple, Jean-Guy Le Floch, lors du dernier épisode, m'a dit « On ne me demande jamais si je suis heureux ». Oui, c'est vrai. Il a raison. On parle tout le temps de son business, de ses équipes, de son marché, mais on ne parle jamais de effectivement sa famille. Alors ça fait un peu perso et un peu ringard, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Comment ça s'est passé justement tout au long de cette épopée, le pilier qu'est la famille ? Oui, parce que c'est le plus important. Et c'est vrai que même moi, on parle d'Hervé Balusson, mais il a une femme qui a fait 50% du parcours dès le premier jour de la création de cette société, qui a toujours été là, et qui a élevé les enfants, qui a assuré... qui était notamment au départ le second, et c'est vrai qu'on n'en parle jamais, et je pense que il y a même plus fort, c'est tout ce qui tourne autour des collaborateurs qui sont souvent de premières heures, hein, qui sont en fait les maîtres d'œuvre de tout ça. On parle souvent du patron, il n'y a pas que le patron, il y a une équipe. Dernière question. Êtes-vous d'accord avec moi pour qualifier votre vie d'entrepreneur d'épique ? Oui, c'est épique, c'est clair. Déjà, on n'est pas dans les schémas normaux. Enfin, on n'était pas. Aujourd'hui, on y arrive parce qu'on est dans la transition. On y est. On était déjà il y a 30 ans. Et c'est vrai que épique, nager à contre-courant, c'est jamais facile. Merci Hervé.
C'était l'épopée d'Hervé Balusson par Sébastien Lecorfec. Je suis le cofondateur de la Westway Valley et associé d'Épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Avec Épopée et la Westway Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci.